ici. Commençons avec une mise en contexte qui est assez importante. Donc, on l'a mentionné plus tôt, les crues printanières au Québec ont été, en 2019 et en 2017, ont été particulièrement intenses et puis dévastatrices. La réflexion du PDA vraiment commence en 2017 suite aux premières inondations et puis se justifie davantage avec les inondations de 2019 qu'ont connues le Québec. Donc, de manière générale, au Québec, on a des chiffres ici du ministère là, qui montrent des impacts assez majeurs. En 2017, c'est 278 municipalités qui ont été touchées, plus de 5 300 résidences inondées et plus de 4 000 personnes évacuées. Et puis, en 2019, donc pas très longtemps après, 250 municipalités touchées, des milliers de résidences inondées et plus de 10 000 personnes évacuées. Cependant, comme on le montre les photos ici, des photos d'archives de 1947 à Pointe-Gatineau, à Gatineau, les risques d'inondation ont toujours été présents finalement. C'est pas nouveau que certains secteurs, certaines communautés situées dans les plaines inondables composent avec le risque d'inondation. Mais qu'est-ce qui est différent, puis qu'est-ce qui est marquant en 2017-2019, c'est vraiment l'ampleur, l'intensité et la durée des inondations. Les catastrophes amorcent donc une prise de conscience collective des risques climatiques, spécifiquement ceux des inondations, les impacts donc sur nos communautés, mais aussi amènent d'autres réflexions sur l'aménagement du territoire. Donc, précisément, à Gatineau, une des régions qui a été vraiment particulièrement touchée, on est capable de voir des niveaux d'eau assez impressionnants là, dans les points d'inondation en 2017, on a un niveau d'eau de 44,94 mètres au niveau du niveau de la mer. En 2019, 45,76 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et puis, normalement, le niveau moyen annuel de la rivière des Outaouais, relevé dans le secteur Hull par la Commission de la planification et de la régularisation de la rivière des Outaouais, s'élève à 41,78 mètres. Et puis, une inondation est considérée sérieuse lorsque le niveau d'eau atteint 44,2. Donc, ça montre une ampleur. Le graphique ici est assez parlant. Le choc des inondations, puis une nouvelle perception du risque ont amené le gouvernement à décréter en juin 2019 la zone d'intervention spéciale. J'imagine que certains d'entre vous sont familiers avec la ZIS. Donc, la ZIS est un moratoire temporaire d'une durée indéterminée qui interdit toutes les nouvelles opérations cadastrales, le morcellement de l'eau, les constructions, le remblai des blés, la transformation des lots qui ont été touchés, des lots, mais surtout des territoires qui ont été touchés par les inondations. Donc, on ne peut plus rien faire jusqu'à ce que la ZIS soit en vigueur. La ZIS va être levée lorsque les municipalités auront intégré dans leur réglementation des nouvelles mesures qui viendront conditionner les actions pour ces zones. Donc, dans le cadre du PDA, la ZIS est super importante. On doit composer avec de nombreuses contraintes réglementaires. Je vais juste revenir ici. Ici, l'image, vous voyez donc le secteur de Gatineau délimité par les pointillés. En jaune, c'est le secteur affecté, touché par la ZIS. Et puis, les deux districts touchés, pour que vous puissiez les avoir en tête, peuvent paraître loin, mais ne sont pas si loin que ça, puisque Gatineau est une très grande ville et assez étendue. Donc, si vous voyez Pointe-Gatineau et puis Lac-Beauchamp. Suite à l'application de la ZIS, 102 terrains vacants ont été cédés à la ville de Gatineau jusqu'à mai 2021. Dans un des secteurs durement touchés par les inondations, la communauté du Ruisseau située dans le district de Pointe-Gatineau. Donc, vous pouvez voir ici vraiment un territoire qui est morcelé, qu'on peut illustrer en disant que c'est un peu une gruyère, là. Et puis, on a la même situation dans la communauté de Notre-Dame, située dans le district de Lac-Beauchamp, où suite à l'application de la ZIS, 42 terrains ont été cédés à la ville de Gatineau.
les deux communautés présentent des profils socio-économiques similaires qui doivent être pris en compte dans le cadre de la réalisation du plan directeur d'aménagement. Donc, ici, on peut voir une proportion de personnes âgées en prédominance là, comparée à la tendance générale pour la ville de Gatineau. Proportion de personnes seules, donc des ménages de locataires. On est dans une situation de faible revenu, puis de sous-scolarisation, si on peut dire, comparé à la tendance moyenne pour la ville de Gatineau. Et puis, un taux de crime aussi qui est assez important comparé à une moyenne générale pour la ville. En plus de tout ça, les deux secteurs présentent des défis similaires accentués par les impacts des inondations. Donc, on parle d'une dévitalisation qui était en cours, mais qui est accentuée en ce moment suite aux inondations et puis aux démolitions de maisons et puis, bon, les lots vacants. Ensuite, on a également une vulnérabilité sociale et socio-économique assez importante qui ne s'est pas améliorée suite aux inondations et puis des inégalités environnementales marquées également. Donc, ces communautés ne sont pas outillées de manière égale au même niveau que d'autres communautés de Gatineau. Donc, au-delà des impacts matériels aussi, on note de nombreux impacts qui se font encore sentir, encore aujourd'hui en 2021, au sein des communautés, qui doivent se relever puis rebâtir leur milieu de vie. On a des impacts humains, environnementaux, économiques, mais surtout les impacts humains, les impacts sociaux sont très importants. On parle de séquelles psychologiques, détresse psychologique, anxiété, troubles de stress post-traumatique, dépression. On parle de terrains qui sont laissés vacants, donc qui sont peu attrayants. Les résidents ne sont plus en sécurité. Ils remarquent une hausse du flanage et des peaux sauvages. Puis ensuite, bon, on ne parle même pas de toutes les pertes financières importantes là, qui sont liées à la destruction, à la protection ou à la rénovation d'une maison suite aux inondations. Donc, c'est vraiment une sensibilité à avoir qu'on a eu lorsqu'on a réalisé le plan directeur d'aménagement. Donc, le contexte nous amène à définir une vision pour le plan directeur d'aménagement. Les deux secteurs présentent des réalités hydrologiques, sociologiques, socio-économiques particulières, donc on l'a montré, qui impliquent des défis climatiques et urbains tels que des inondations extrêmes, des vulnérabilités communautaires, puis une dévitalisation conséquente à des milieux de vie. Donc, la définition d'une vision pour l'avenir des 144 terrains vacants repose sur l'intégration et la synergie entre les communautés affectées et leur environnement. Donc, il faut vraiment voir ça comme un tout. La solution doit être multiple. Maintenant, concrètement, la vision pour le PDA, elle ne suit pas une approche de protection directe contre les inondations. Donc, on ne parle pas ici d'infrastructures grises, on ne parle pas de grandes infrastructures de protection ou même de mitigation. Il s'agit plutôt d'une approche d'adaptation, donc conséquente à des inondations. On s'adapte à des inondations qui ont eu lieu. Et puis, dans une dynamique de retrait graduel, donc en ce moment, on le voit, la ZIS, c'est un processus qui est présentement enclenché, et puis et d'atténuation des impacts sur la santé. L'objectif du PDA, la vision, c'est d'initier une revitalisation des communautés avec des aménagements qui seront résilients aux inondations et qui répondent aux besoins au contexte réglementaire. Maintenant, je laisse la parole à Caroline. Merci, Laurence. Bonjour à tous. Donc, au niveau de la démarche de réalisation de ce plan directeur, le Credo a été l'agent liant et initiateur de cette démarche et a coordonné ces différentes phases de réalisation dans une approche de concertation et a impliqué l'ensemble des parties prenantes dans le processus de développement de cette vision pour les terrains vacants. Deux partenaires externes ont été impliqués, à savoir les Amis des parcs que j'ai moi-même représentés pendant l'ensemble du processus, pour lequel je ne travaille plus maintenant, mais que j'ai représenté. Et la firme de design urbain Mandaworks. Donc, en fait, on peut aller à la diapositive suivante.
pour voir un peu cette approche basée sur la concertation qu'a initié le Credo et qui a rassemblé en fait 4 grandes typologies d'acteurs, soit, vous les voyez en 4 couleurs, donc des experts locaux, des membres de la communauté locale, des experts externes qui ont offert des conseils stratégiques et la ville de Gatineau. Donc, en fait, en tant qu'organisme de concertation, le Credo avait la capacité de mobiliser l'ensemble des parties prenantes et a engagé un dialogue pour trouver des solutions qui allaient répondre aux besoins des citoyens et au contraire, aux contraintes réglementaires et contextuelles. Donc, il y a eu un fort partenariat entre le Credo et la ville de Gatineau afin de permettre une proactivité et d'offrir une réponse rapide face à la crise parce que, bon, comme Laurence l'a bien expliqué, on est vraiment dans un contexte de crise et le soutien rapide est nécessaire. Donc, différents acteurs ont été rassemblés dans un processus que je vais détailler dans quelques diapositives, mais à noter quand même qu'il y a eu une forte implication de la santé publique qui a permis de tenir compte spécifiquement des besoins de la communauté touchée dans le cadre d'une étude d'impact sur la santé au niveau des propositions d'aménagement qui ont été développées. Et voilà. Donc, la prochaine diapositive nous permet de voir un peu de quoi a été composé ce plan directeur en termes d'éléments autres que les acteurs. Mais vous allez trouver dans la diapo qui suivra ensuite les éléments qui sont détaillés ici, soit différents outils de concertation ont été utilisés pour rejoindre les différentes communautés et les différents acteurs. Différentes études ont été menées pour bien comprendre le contexte d'intervention et la réglementation et les opportunités d'aménagement. Et plusieurs livrables vous seront présentés ensuite tout à l'heure qui se trouvent à être finalement les propositions d'aménagement. Pour un processus de 18 mois finalement qui a commencé en 2020, un peu peut-être avant 2020-2019 et qui s'est terminé assez récemment à l'été dernier en 2021 pour la publication du plan directeur que vous pouvez consulter en PDF là, sur le site du Credo. Donc, vous voyez ici ce schéma qui nous a pris un certain temps à produire pour synthétiser ce grand processus où vous voyez 3 phases. Donc, au bas de l'écran, vous avez phase 1, phase 2, phase 3. Donc, la première phase est constituée en études préparatoires, donc qui a permis d'aider à la compréhension du contexte qui était très complexe et à la conception d'une vision et de stratégies d'aménagement concertées. Ensuite, au niveau de la deuxième phase, soit la phase de conceptualisation, a servi d'intégrer les différentes données récoltées en phase 1 à travers les différentes études. Vous voyez que la phase 1 a eu la majorité des études qui ont été réalisées. Mais que tout au long du processus, il y avait en haut, dans les bulles bleues, différents outils qui ont permis de consulter tout au long du processus et de recueillir l'avis des différentes parties prenantes pour finalement conceptualiser une première série de propositions d'aménagement dans la phase 2, où vous voyez un premier livrable, donc la vision d'aménagement qui va vous être présentée ensuite. Puis ensuite, en la troisième phase, vous avez le plan d'ensemble, donc qui a permis de bonifier la vision d'aménagement réalisée en phase 2, avec 3 autres documents de soutien, des livrables que vous allez voir en détail tout à l'heure, que je vais vous détailler. Mais juste pour terminer aussi dans un élément central de ce processus-là, c'est la colonne vertébrale, donc les 5 grands cercles noirs que vous voyez dans l'image, à savoir les comités de travail, donc où on avait rassemblé des représentants de l'ensemble des parties prenantes du projet, donc des acteurs que vous avez vus dans le schéma, il y a 2 diapositives passées, qui se sont retrouvés à 5 reprises pour apporter leurs commentaires, leur vision, pour bonifier finalement le processus qui s'est fait de manière vraiment itérative. Donc, à la prochaine diapositive, on tient quand même à mentionner qu'il y a eu plusieurs défis de mobilisation, notamment en ce qui a trait au sujet très sensible que Laurence a bien présenté tout à l'heure et qui ont nécessité de faire preuve de beaucoup d'empathie et de flexibilité, donc auprès d'une population qui est fragile, mais qui est aussi âgée et qui n'avait pas nécessairement toujours accès à
par exemple, aux outils technologiques qu'on utilise peut-être un peu plus, particulièrement dans le cas de la pandémie qui a énormément affecté la concertation et la cueillette d'avis citoyens. Mais on a donc agi et créé beaucoup de stratégies pour aller rejoindre ces différents publics-là. On va voir à la prochaine diapositive. Finalement, on est allé chercher, à travers des dynamiques très adaptées, différents groupes citoyens, que ce soit dans leur boîte aux lettres, en personne, sur le site. On a créé un panneau d'information sur un lot vacant pour chacun des districts pour aller informer les gens en respect des mesures sanitaires. Plusieurs assemblées de cuisine qui avaient été prévues au départ en personne ou dans des locaux se sont tenues sur Zoom, de l'affichage et différentes stratégies. Ensuite, une capsule vidéo aussi a été mise en ligne pour vulgariser un peu le processus et inciter les gens à participer à un sondage qui permettait de répondre à différentes questions. Bref, une série de stratégies a vraiment permis d'aller rejoindre le plus de personnes possible avec des moyens plus adaptés. Donc voilà, et c'est ce qui nous a mené à la définition d'orientation. Je vais passer la parole à Laurence. Merci. Oui, donc pour la définition des orientations, on l'a mentionné plus tôt, le respect de la réglementation en vigueur liée aux enjeux d'inondation, puis la nécessité de répondre aux besoins et aux envies des résidents nous ont amenés à identifier des enjeux. Donc, les citoyens, les organismes communautaires, quand ils se projetaient justement là, pour l'avenir des terrains vacants qui étaient dans leur quartier, ils ont identifié la possibilité d'utiliser les lots vacants, par exemple, pour favoriser une immersion en nature ou encore juste avoir des occasions, des lieux de contemplation, de relaxation. On voulait aussi redonner la place à la nature avec une diversification de la biodiversité. Pourquoi pas utiliser aussi les lots vacants pour regrouper et puis créer des espaces de socialisation. On le dit, c'est des communautés qui faisaient déjà qui devaient déjà composer avec des défis assez importants au niveau socio-économique. Donc, justement, commence bien à se relever des inondations, mais c'est de se regrouper, de socialiser pour mieux s'en sortir finalement. Aussi utiliser les lots vacants pour favoriser l'activité physique, créer des espaces de jeu. Aussi, ce qui est intéressant, c'est deux secteurs qui sont en proximité de l'eau. Donc, les citoyens voyaient bien l'occasion là, de réinvestir les rives, d'avoir accès aux rives d'un ruisseau là, en particulier. Bref, on avait d'autres aussi éléments là, plus techniques là, en lien avec le contrôle de l'érosion, la qualité de l'eau. Donc, quand on prend tout ça en considération, l'équipe de Mandaworks a proposé, dans le fond, une stratégie qui est multiple où on pourrait développer des outils, donc des aménagements en fonction de 5 familles qu'on appelle ici les familles d'outils, qui répondent vraiment là, à leur manière aux enjeux soulevés par les citoyens. Puis, ce sont aussi des familles d'outils qui, je veux dire, parmi tout ce qu'on aurait pu réaliser, on se base encore une fois sur les besoins des citoyens, mais aussi le contexte réglementaire qui est assez particulier. Donc, tout ce qu'on propose ici, c'est on peut le réaliser et puis ça répond effectivement aux besoins. Donc, on a les familles des outils qu'on appelle plus nature, où on offre les lieux d'immersion, les familles d'outils rassembleurs, qui est pour se regrouper, socialiser, on l'a dit plus tôt. Ensuite, la famille des outils nourriciers. Donc, ça, c'est tout ce qui est agriculture urbaine, tout ce qui est activité de communautés liées avec la production familiale ou commerciale là, de légumes et puis de denrées. Dans un secteur, on l'a dit qu'il y a vraiment des défis socio-économiques importants. Finalement, on a les outils en rive pour faciliter l'accès à la rive et puis les outils éponges qui vont, eux, traiter plus des enjeux liés aux inondations, à la gestion de l'eau sur le territoire.
Et donc, c'est cette vision d'adaptation que Laurence a présentée et ces 5 grandes orientations se déclinent en 4 stratégies d'aménagement et de mise en œuvre. Au départ, on avait prévu pour ce plan-là des livrables d'un plan directeur un peu plus classique, des scénarios d'aménagement en plan, des coupes, des croquis d'ambiance. Et finalement, l'équipe de conception a plutôt fait preuve d'agilité pour pousser plus loin la proposition et répondre de manière plus adaptée aux besoins spécifiques de ce contexte d'urgence d'après-crise climatique. Et donc, ce sont des stratégies qui sont plutôt flexibles, à géométrie variable, qui vont aller, qui ont été conçues pour permettre ce qu'on a appelé une opérationnalisation rapide et aussi pour faciliter et concilier la collaboration entre la ville et les citoyens, de ne pas avoir nécessairement un grand geste de longue durée, mais plutôt plusieurs opportunités d'intervention sur une échelle de court, moyen et à long terme pour finalement que ces stratégies-là servent d'outils pour activer la mise en œuvre. On a aussi, à la prochaine diapositive, abordé la question de cette responsabilité partagée parce qu'en fait, on a vu ici une opportunité avec les facteurs déterminants, notamment les enjeux socio-économiques, une importance et en fait, finalement, c'est ça, une opportunité d'implication citoyenne à différentes échelles dans ce projet-là et d'appropriation par les différents acteurs de la problématique, mais aussi de la solution. Donc, on voit ici, en fait, les 2 images qui sont au-dessus sont des images d'initiatives déjà en place lorsque le projet du plan directeur s'est développé. Donc, à Pointe-Gatineau, un banc a été conçu ainsi qu'un peu comme plus un élément symbolique, mais aussi une intervention de verdissement a aussi été initiée par des citoyens et soutenue graduellement par la ville aussi. Ensuite, au bas de l'écran, c'est des images extraites d'une des études qui a été réalisée plutôt à la phase 1 du projet, où on est allé regarder des projets inspirants dans d'autres villes québécoises où des niveaux d'engagement et de responsabilité partagée existent. On peut penser entre autres à Québec, à la Société de la rivière Saint-Charles, qui connaît une co-gestion de l'espace par un OBNL. Donc, ce n'est pas que la Ville de Québec qui gère cet espace-là. Donc, une opportunité dans ce projet-là de stimuler les responsabilités partagées à différentes échelles et évidemment selon les capacités des communautés qu'on a bien évaluées. On va regarder la prochaine diapositive qui nous amène finalement à la déclinaison des 5 familles que Laurence a bien présentées, donc les 5 grandes orientations. Orientation nature, orientation nourricière, les lots éponges, les lots rassembleurs et les lots en rive se déclinent en 25 outils qu'on a appelés la boîte à outils, qui sont tous adaptés au contexte réglementaire évolutif, donc avec et sans l'ASIS. Ils ont été définis selon les besoins identifiés par les acteurs de la communauté, comme Laurence l'a bien expliqué, et ils permettent en fait d'illustrer et d'inspirer divers concepts d'aménagement. Ce sont des petites propositions qui ne sont pas figées dans le temps ni dans la matière. Ce sont des propositions pour inspirer. Ça se voulait ludique et stimulant. À la prochaine diapositive, on peut voir quelques lots coup de cœur pour les 2 secteurs finalement. Donc, on n'est pas ancré dans un seul territoire, on est plutôt dans les possibilités. Et évidemment, les lots n'ont pas tous exactement ce format rectangulaire. C'est plutôt des concepts qui peuvent s'approprier et s'appliquer, s'implanter de différentes manières. Donc, vous voyez ici quelques lots qui sont tous réalisables rapidement. Par exemple, un lot rassembleur, cette idée très populaire de l'ajout d'une grande table longue permettant des pique-niques de communauté. Sinon, au niveau biophilique, le B, c'est pour les lots nature, cette question d'une prairie mellifère avec des interventions d'apiculture, donc très, très légère comme intervention, ne nécessitant pas d'excavation, par exemple, ou des bacs d'agriculture urbaine, par exemple. Donc,
À la prochaine diapositive, on commence à regarder plutôt les documents de mise en œuvre. Donc, j'ai parlé de 4 stratégies, la boîte à outils étant la première, et les 3 autres stratégies sont des documents de mise en œuvre. En fait, au-delà de cette vision déclinée de 5 grandes orientations, la question que l'équipe de conception s'est posée, c'est comment outiller les acteurs à mettre en œuvre ces différentes idées-là selon leurs besoins. Donc, on a conçu des documents suite à plusieurs comités de discussion et vous avez entre autres la fiche descriptive. Ici, vous avez un exemple pour le lot de la longue table où vous voyez finalement un outil qui a été conçu pour les acteurs de la communauté, pour les aider à faire des choix éclairés lorsque vient le moment d'aménager un lot. Donc, il y a 25 fiches, donc une fiche par idée de la boîte à outils et qui finalement permet d'évaluer l'échéancier de réalisation, le niveau de prise en charge, les coûts d'intervention ou encore le niveau d'entretien nécessaire à leur réalisation. C'est des fiches qui valorisent la collaboration équitable entre les acteurs de la communauté et la Ville de Gatineau. C'est le but. Elles incluent aussi différentes recommandations des services de la Ville et elles indiquent des outils, quels outils finalement sont réalisables en fonction de la ZIS qui est en vigueur et quels sont les coups de cœur. Vous voyez le petit icône de cœur, par exemple, en haut à droite. Ensuite, le deuxième document de mise en œuvre est plutôt destiné, ça peut être un outil qui peut servir à la fois la ville et les citoyens, qu'on appelle le plan de priorisation. Ici, vous avez un exemple pour le secteur de Lac-Beauchamp, mais ces outils-là ont été développés pour chacune des 2 communautés touchées. Et en fait, le plan de priorisation suggère une priorisation dans le temps des lots qui semblent intéressants d'aménager à court, moyen et long terme en fonction de différents critères tels que la conformité aux exigences de l'ASIS et d'autres réglementations de la zone des grands courants, par exemple, la popularité auprès des citoyens et des groupes consultés, le niveau de prise en charge possible de la ville, opportunité d'implication communautaire, la possibilité d'usage de 4 saisons, par exemple, et le potentiel de connectivité avec plusieurs lots. En plus de cette priorisation, on a mené un atelier de co-création qui a permis d'identifier ce qu'on appelle des zones motrices qui permettaient éventuellement de connecter différents lots ensemble pour faire des interventions plus majeures. Le troisième et dernier document de mise en œuvre, c'est le plan de localisation qui suggère une sélection d'outils qui serait intéressant de réaliser sur des lots spécifiques en fonction de différents critères identifiés et hiérarchisés par l'équipe de conception. Donc, en fait, on a voulu faciliter ici le travail pour la ville de Gatineau. Lorsque des idées seraient proposées, il y a quelques propositions d'intervention peut-être qui seraient plus adaptables en fonction des critères tels que la visibilité de ce lot-là, la topographie, l'accès véhiculaire. Pour certaines interventions, ça peut être très pertinent. Les microclimats, la sociabilité des lots, la proximité d'une source d'eau ou l'accès à un parc déjà existant ou un ruisseau, ainsi que l'implication citoyenne communautaire ou, par exemple, la présence d'écoles adjacentes. Donc, c'est ce qui complète la revue très rapide des différentes stratégies d'aménagement. Je vais passer la parole maintenant à Laurence. Merci. Donc, en plus du contexte, des orientations, des outils, c'est important pour nous de formuler différentes recommandations puis des conditions de succès pour la mise en œuvre. Donc, on a consulté tout au long du projet, vous avez pu le voir avec la fameuse diapositive du processus. C'était important de relever, dans le fond, toutes les considérations, les inquiétudes aussi des citoyens, des acteurs, des parties prenantes, pour pouvoir en tenir compte lors de la mise en œuvre, donc de la prochaine étape qui constitue un plan d'action. Ici, vous voyez un type de recommandation qu'on appelle des recommandations plus générales, qui rassemble beaucoup d'éléments relevés par les citoyens, mais aussi par l'étude d'impact sur la santé réalisée par le CISO, par l'équipe du CISO ici à Gatineau, qui illustre plusieurs éléments qui ne pouvaient pas être illustrés
dans la fameuse boîte à outils, dans les petits concepts d'aménagement, d'inspiration que Caroline nous a présentés. Donc ici, c'était très important pour les communautés de renforcer le sentiment de sécurité. Donc ça va devoir être pris en compte. Comment est-ce que ça peut être pris en compte? Par exemple, avec augmentation de la luminosité. C'est une idée comme ça qui est ressortie, mais qui est importante. Ensuite, on en a plusieurs autres comme intégrer l'art communautaire, commémoratif. C'était très important l'aspect commémoratif aussi parce que les deux secteurs, en fait, se trouvent être des secteurs historiques, si on veut, pour la ville de Gatineau. Puis il y avait plusieurs familles qui étaient présentes depuis plusieurs générations qui ont dû quitter. C'était une communauté aussi tirée très serrée, comme on dit. Donc, l'aspect commémoratif est important, mais on ne pouvait pas le représenter en tant que tel dans la boîte à outils. Donc, c'est pour ça qu'on le nomme ici. Même chose pour maintenir la quiétude des lieux. Quand on parle de réaffectation d'usage, par exemple, d'un quartier qui était très normal, là, je veux dire, avec pas nécessairement de commerce. C'est un quartier très tranquille. Si on parle de réaffectation d'usage, de développement de nouveaux usages, il faut penser à ça, à la quiétude des lieux, puis au bien-être des résidents qui continuent de vivre dans ces secteurs. Favoriser des aménagements inclusifs, évidemment. Mettre en valeur la saisonnalité, c'est super intéressant parce que la majorité des propositions là, de la boîte à outils sont illustrées comme étant en été. Mais les outils ont été pensés aussi pour pouvoir être utilisés, animés selon différentes saisons, là, que ce soit l'hiver, l'automne ou le printemps, en plus de l'été. Viser sur les déplacements actifs, c'est un quartier qui est assez isolé en termes de transport en commun. Intégrer le jeu libre aussi. Toute la question là, de l'intégration des ados dans la réflexion est importante. Assurer la résilience des aménagements, évidemment. Et puis, promouvoir l'agriculture biologique dans le cas des outils qu'on dit nourriciers. Ensuite, d'autres recommandations sont formulées pour assurer le succès de la mise en œuvre du PDA en tant que tel, non pas nécessairement par rapport aux outils, mais dans la démarche. Donc, ce qui devra inspirer, ce qui devra être considéré lors de la définition du plan d'action. Encore une fois, c'est des éléments qui ont été identifiés lors des consultations publiques et des consultations des services municipaux qui ont été, donc différents services là, qui ont été consultés aussi tout au long de la démarche. Il y a des conditions de succès spécifiques pour les services municipaux et puis pour la communauté, évidemment, pour que tout le monde a son rôle à jouer, comme Caroline l'a mentionné, c'est une démarche qu'on veut partager. C'est l'idée, ça fait partie de la vision, donc d'avoir une responsabilité partagée. Et puis donc, c'est pour ça qu'il y a différents types de conditions de succès. Ici, vous avez les conditions de succès plus générales, donc qui devront inspirer le plan d'action. Donc, si ici, pour le PDA, on a une vision globale qui est développée, il faut que ça soit une vision qui est poursuivie là, pour le plan d'action. Connecter les lots. Donc, ici, on le voit dans les documents de mise en œuvre. On peut le voir beaucoup à la pièce, hein, comme un outil sur un lot. Mais finalement, ça va vraiment dépendre des intérêts, de la vision, de l'énergie, de les communautés, et puis de la ville de Gatineau, soit de connecter les lots. Donc, c'est vraiment comme un genre de puzzle, là, ce qu'on propose ici, puis qui s'adapte vraiment bien en fonction des visions. Donc, une des visions, c'était de connecter les lots. Consolider la mise en œuvre des aménagements, prévoir une mise en œuvre à court, moyen, long terme. Encore une fois, les outils, la boîte à outils est pensée, puis même les documents de mise en œuvre sont pensés pour que ce soit des aménagements qui soient évolutifs. Caroline l'a mentionné, il y a des outils qui sont beaucoup plus simples et faciles à réaliser. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus complexes, qui demandent une intervention technique et puis d'une expertise là, particulière. Donc, la diversité des outils vont permettre là, une mise en œuvre qui est étendue dans le temps. On veut favoriser une collaboration, évidemment, et puis stimuler l'implication communautaire. Pour les conditions de succès spécifiques aux services municipaux, l'objectif, c'est de faciliter la collaboration avec les citoyens. Ce qu'on propose ici pour la suite du PDA, ce qu'on propose dans le PDA est
c'est assez innovant, si on peut dire, c'est-à-dire que d'avoir une collaboration directe entre une entité municipale et puis des acteurs communautaires, c'est quelque chose qui se fait, mais qui ne se fait pas automatiquement ou naturellement. Donc, on va devoir développer certaines attitudes, certaines positions au niveau des services municipaux pour favoriser tout ça. Que ce soit, par exemple, démontrer un engagement ferme, que la Ville de Gatineau montre un engagement, mais aussi un leadership fort qui va générer le même type d'attitude au niveau communautaire. Assurer une concordance interne, c'est-à-dire d'intégrer les propositions, les outils du PDA dans les outils actuels de la Ville de Gatineau pour faciliter pour créer des occasions d'aménagement beaucoup plus facilement. Faciliter le processus de partenariat et de collaboration avec les citoyens. C'est pas toujours facile, là, comme on le disait, de collaborer. Donc, clairement, peut-être que le processus pourrait être allégé au niveau des ententes, par exemple, ou au niveau de différents autres outils de gestion. Accompagner les acteurs communautaires, donc vraiment, comme on le disait tantôt, de travailler ensemble, de leur offrir une aide, parce que, bon, tous les acteurs communautaires aussi ont des grands mandats, ils sont très occupés, donc il faut que ça vienne des deux côtés. Déployer une communication active aussi pour éviter les conflits puis les mésententes possibles. Puis finalement, au niveau des conditions de succès pour la communauté, c'est intéressant de favoriser l'échange d'expertise et d'expérience autant entre organismes et acteurs communautaires, mais entre organismes et acteurs communautaires des deux secteurs. Comme vous le voyez, on les traite vraiment en un tout, là, ces deux secteurs, mais dans la réalité, ils sont assez éloignés géographiquement. Puis il n'y a pas de communication nécessairement qui se fait entre les organismes, les acteurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on se dit qui pourrait être une condition de succès assez importante. Ça va dans le sens de regrouper les forces vives, miser sur l'économie sociale, consulter les résidents du quartier constamment. Une partie qui peut être faite par la Ville de Gatineau et les services, mais également là, au niveau des organismes communautaires. Et puis proposer et réaliser des activités d'animation. Ça, on croit que c'est vraiment comme la force de la communauté de pouvoir investir, animer les lots vacants. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le plan directeur d'aménagement? On le dit, le plan d'aménagement, c'est vraiment, ça débute la réflexion, ça identifie les opportunités, le potentiel, une vision pour la suite. Et puis la suite, ben, ça sera de définir et élaborer un plan d'action. La Ville de Gatineau a adopté cet été le PDA. Donc, en ce moment, il y a une démarche en cours pour pouvoir élaborer le plan d'action et puis surtout d'assurer l'implication des communautés en ce sens pour le faire. Puis, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que les propositions du PDA sont variées. On parle d'aménagement, de plantation d'arbres, donc ça implique plusieurs services. Et puis, pour faciliter la réalisation des projets, ben, il y a un comité interservice qui a été mis sur pied au sein de la Ville de Gatineau pour pouvoir faciliter la mise en œuvre et puis, ben, comme on le disait, la collaboration avec les citoyens. Pour terminer, ben, le Credo, on est super fiers d'avoir participé à ce projet qui est très intéressant parce qu'on développe une approche unique de concertation en aménagement. Comme Caroline l'a mentionné, on arrive avec des outils assez uniques. On verra comment justement ça va créer des occasions. Mais une chose est sûre, c'est que ça a un grand potentiel de réplicabilité pour d'autres secteurs touchés par les inondations ou pour même d'autres enjeux environnementaux ou sociaux. Puis finalement, la concertation, dans ce cas-ci, c'est beaucoup d'énergie. Ça présente aussi de nombreux défis. Caroline, on en a mentionné quelques-uns, mais en même temps, le résultat est d'une qualité et puis d'une pertinence
qu'on ne peut pas nier. Et puis, je terminerai la présentation en vous montrant un exemple de mise en application des aménagements de la boîte à outils étalés dans le temps. Donc, vous pouvez voir comme, par exemple, sur un lot, on peut commencer à avoir on peut commencer avec une plantation d'arbres, donc qui serait un outil plus nature. Et puis là, on poursuit avec un outil rassembleur. Et puis, pourquoi pas, justement, ensuite, à l'image, la troisième image que vous voyez ici, réaliser un outil éponge pour capter les eaux de ruissellement, les eaux de pluie. Et puis, finalement, donc, on peut vraiment on peut y aller loin, on peut y aller graduellement pour finalement arriver à une revitalisation, là, qui était l'objectif de base du PDA. Et puis, on a fait le même exercice ici pour Lac-Beauchamp. Donc, ici, à Lac-Beauchamp, ce qui est intéressant, c'est que c'est, comme on le disait, c'est des communautés avec des profils similaires, mais quand même des enjeux différents. Ici, l'agriculture urbaine, c'est quelque chose de très intéressant pour ce secteur-là. Donc, on le présente, on a des lieux de rassemblement, de contemplation, on met sur le développement, le déplacement actif. Donc, voilà ce qui résume, comme Caroline le disait, très rapidement, une démarche qui a pris un peu plus qu'un an, puis avec beaucoup d'outils, d'informations. Ça termine la présentation. On pourrait aller de l'avant, M. Bossy, avec la période de questions. Bien, merci beaucoup, Laurence et Caroline. Présentation extrêmement intéressante pour vraiment un beau projet d'aménagement. Et encore une fois, toutes nos excuses pour le stress causé par le retard et les problèmes techniques en début de présentation. Donc, la présentation est enregistrée et sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera mise sur notre chaîne YouTube. S'il y en a qui ont des questions, je vous invite à lever la main ou à les inscrire dans le chat. Actuellement, j'ai quelqu'un qui demandait, je crois que c'était dans les premières diapositives, le taux de crime contre la propriété. Qu'est-ce que ça voulait dire dans les statistiques comparatives des villes, des quartiers? Oui, bien, à Gatineau, en Ottawa, on a l'Observatoire du développement de l'Outaouais qui est lié avec l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, et puis qui crée un outil qui s'appelle le portrait des communautés de l'Outaouais, qui, en fonction de différents indicateurs, elles sont capables de positionner certaines communautés en termes de vulnérabilité, par exemple. Et puis, il y a plein d'autres outils aussi qui sont développés dans le cadre du portrait. Et puis, le taux de crime contre la propriété était donc un des indicateurs qu'on trouvait significatif. Et puis, ça veut dire comme... En tout cas, je n'ai pas le détail nécessairement, mais on peut le comprendre comme étant des vols, par exemple, ou des bris, vandalisme peut-être aussi. Donc, c'est comme une très grande catégorie là, qu'on pourrait développer si on consulte le portrait des communautés. Parfait, merci. L'autre question, on demandait quels moyens seront utilisés pour impliquer les citoyens dans la mise en œuvre du plan d'aménagement. En fait, est-ce que ça sera du ressort du Credo ou d'un autre organisme? Et dans un deuxième temps, la personne demandait s'il pouvait changer d'avis sur ce qui a été déterminé dans le PDA ou si les citoyens étaient simplement consultés et n'avaient pas de pouvoir décisionnel. Bonne question. Donc, le Credo, avec Park Caroline et puis MandaWorks, on a vraiment eu le mandat de réfléchir le plan directeur d'aménagement. Puis, donc, là, pour l'instant, on s'arrête ici, mais on espère être interpellé pour la suite, pour le plan d'action. Le plan d'action, c'est vraiment la ville de Gatineau qui a le lead en ce moment sur tout le processus de réalisation. Et puis, c'est encore en réflexion, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas nécessairement parler pour la ville de Gatineau, mais tout récemment, on a cru comprendre qu'il allait avoir des consultations, peut-être aussi encore un comité, vraiment poursuivre la discussion avec les acteurs qui ont été mobilisés dans la première étape qui était le plan directeur d'aménagement.
Puis si je peux me permettre, parce qu'on pose souvent, on va souvent dire ah, est-ce que les communautés n'ont été que consultées ou ne seront que consultées, mais dans le cas de la conception du plan directeur, ce que je trouve particulièrement distinctif, c'est que oui, il y a eu de la consultation, mais c'est de la co-création qu'on a fait pour concevoir l'aménagement. Ces étapes-là ne permettent pas toujours d'impliquer à ce niveau-là la communauté dans la conception des aménagements. Donc, on n'est pas juste dans la consultation, on est dans la co-création. Et ça fait en sorte que ça maintient un intérêt et un sentiment d'appartenance de la communauté aux propositions. Et on sera pas... on va rester transparent dans ce processus-là. Il y a eu des gens qui n'appréciaient pas certains visuels ou qui critiquaient certaines décisions et ça a été tenu en compte dans les propositions finales pour quand même s'assurer de répondre au plus de personnes possible dans la proposition. Puis je rajouterais aussi que les étapes finales de consultation du processus ont été modifiées dans une approche de co-création. Donc, l'atelier de co-création qui a été mené en dernière phase du projet a invité et mis autour de la table des organismes qui avaient l'intention et qui avaient déjà des intérêts d'intervention dans l'espace, donc de manière à les engager déjà dans des propositions d'intervention. Donc, c'est particulièrement sensible pour nous, ce sujet-là, de ne pas être que dans une approche de consultation. C'est pour ça d'ailleurs que toute notre démarche s'appelle une démarche de concertation et non de consultation. Excellent. Je vais donner la parole à Mme Angela. Bonjour à tous. Merci pour la présentation. C'était vraiment incroyable. Étant donné que les deux communautés, elles sont vulnérables socialement et économiquement, j'aimerais savoir si vous avez prévu un outil pour faire un suivi de tous les changements sur le territoire par rapport, par exemple, une intervention au milieu social ou directement sur la communauté pour voir si ça a vraiment changé la capacité de résilience de la population par rapport aux inondations. Et si ça a vraiment diminué la vulnérabilité. Merci. C'est une excellente question. Je voulais juste souligner que c'est une excellente question, mais j'ai 2-3 réponses, mais après, je vais vraiment laisser la parole à Laurence parce que je pense que c'est elle qui va savoir le plus. Mais pour moi, une des premières réponses, c'est que c'est un processus qui est porté maintenant par la Ville. Donc, la Ville de Gatineau a aussi la responsabilité de s'assurer de la mise en œuvre de ce projet-là et de l'évaluation d'impact. Donc, première réponse, c'est un travail, je pense, de longue haleine. Les impacts d'une intervention proposée comme un plan directeur comme celui-là ne se mesureront pas année 1. Là. Il y a un taux d'évaluation qui peut être fait. Je pense qu'il y a un travail quand même au niveau juste de l'évaluation du niveau de participation qui compte vu et du niveau de satisfaction de la communauté par rapport au projet proposé qui est au niveau conceptuel pour l'instant, qui peut être fait par la Ville. Puis ensuite, je pense que le travail d'étude d'impact qui a été mené par la santé publique permet quand même d'évaluer des indicateurs et de mettre en place des premiers indicateurs d'évaluation qui pourraient être appliqués dans un processus d'évaluation plus soutenu. Ce serait ma réponse. Je vais laisser Laurence compléter. Oui, bonne piste de réflexion, Caroline. Effectivement, ça, c'est-à-dire, c'est dur de voir un impact concret du PDA. Je pense que les impacts vont se voir vraiment dans la mise en œuvre et puis à long terme. Aussi, ce qui est intéressant, c'est, je ramènerais aux images que Caroline a présentées en mi-présentation, là, où on voit, par exemple, le CRIC, qui est un groupe de résidents qui s'est créé suite aux inondations pour réfléchir l'avenir des terrains vacants. Je veux dire, ce qui se passe en ce moment, ces aménagements-là ont été réalisés en parallèle du processus de réalisation du PDA, puis on les a vraiment considérés. Puis, on voit que ça commence tranquillement à se développer là, cet esprit de communauté, cette implication. Mais c'est des défis importants, là, la mobilisation à long terme. C'est quelque chose qui nous a été grandement partagé lors de la consultation du dialogue qu'on a eu tout au long du projet. Donc, pour l'instant, ça serait les réponses que j'aurais également à dire, mais on n'a
n'a pas rien de concret là, à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je sais qu'il est 1 heure, mais comme on a commencé avec une dizaine de minutes de retard, moi, je vais poursuivre jusqu'à 1h10, là, sans problème. Désolé pour ceux qui doivent quitter, mais ça sera toujours disponible, comme je le disais, par enregistrement. Donc, Monsieur Patrick Guay, à votre tour. Donc, il a retiré. Donc, François Lambert, peut-être? Bonjour, merci pour le travail de distillation puis le travail de concertation. Comme par exemple, l'exemple de ce qui est vraiment important aussi, on sait que tu as besoin de consulter, mais comme par exemple, on a toujours tendance à penser que l'agriculture urbaine va être une bonne solution dans beaucoup de situations. Mais dans la situation de Lac-Beauchamp, dans laquelle il y a eu la consultation, il y avait quand même été noté qu'il y avait déjà des gros projets d'agriculture urbaine qui avaient lieu dans le quartier, dans les centres de Notre-Dame. Il y a déjà des garages dans le communautaire qui sont en construction. Ça avait quand même été considéré qu'il n'y avait pas nécessairement le besoin d'en ajouter plus parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que la communauté peut faire. C'est pour ça aussi, j'ai un exemple de montrer comment c'est important de consulter parce que si on ne le sait pas, ça, on va dire, mettez des bacs de jardin partout, mais là, c'est comme on en a déjà beaucoup entretenu. C'est comme assez. Puis, aussi, juste une petite question. Étant donné que c'est une population assez vulnérable, ce n'est pas des gens qui participent à des Zooms, les gens ne participent pas à des consultations, même en personne, ils ne se déplacent pas. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu des résultats, par exemple, qui auraient été différents si un porte-à-porte n'aurait pas été fait? On est conscient que ça peut plus être fait, mais êtes-vous assez confiante des résultats ou malgré tout? Carly, je vais y aller, puis je te laisse compléter. Ben, c'est sûr que le contexte de réalisation du PDA s'est fait en pandémie. Hein? C'était un de nos très grands enjeux. Puis, clairement, ça a affecté le taux de participation. Puis, on a dû s'adapter aussi en cours de route. On avait déjà un plan de concertation, un plan de consultation de prévu où on avait déjà considéré la diversité des outils parce que quand on imaginait cette stratégie-là, je veux dire, il y a nos partenaires du milieu communautaire qui nous ont dit, bien, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à Internet ou à un ordinateur ou qui ne sont pas à l'aise. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des pamphlets, des affiches dans les commerces, dans les lieux de rassemblement. Ensuite, tout ce qui est panneaux aussi à l'extérieur, parce que les gens, on savait qu'ils se promenaient un peu plus dans le quartier, qu'ils prenaient des marches dans le cadre de la pandémie. Donc, on essaie vraiment de varier au plus les outils. Et puis aussi, on s'est dit, on va mettre beaucoup d'énergie, non pas sur l'individu en tant que tel, parce qu'on a pu le faire, là. On a envoyé des lettres. On a envoyé une lettre à chacune des adresses dans le secteur d'intervention. Avec un sondage... Puis avec un sondage papier aussi. Oui, c'est ça. Mais bon, là, c'est ça, tu sais, comme c'est toujours difficile de mobiliser. Donc là, avec Caroline, on s'est dit, on va miser sur les organismes communautaires qui, eux, ont déjà un réseau et puis qui ont déjà une bonne idée de ce qui se passe au niveau de leurs concitoyens. Donc, j'ai envie de dire que, de un, il y avait la pandémie qui n'était pas facile, et puis deux, concerter justement dans une communauté vulnérable, ce n'est pas facile. On a fait des efforts au niveau de la diversité des outils, puis on a misé vraiment nos efforts sur les organismes communautaires. Mon complément de réponse, ça serait de dire qu'on a donc ajouté dans les recommandations de maintenir cette mobilisation-là parce qu'en fait, une population évolue, les niveaux d'implication peuvent évoluer aussi. On le voit beaucoup au niveau de même l'implication, la gestion de certains organismes communautaires. Les conseils d'administration sont changés à chaque 2 ans. Il y a des niveaux d'implication qui varient beaucoup et les conditions des personnes dans une communauté peuvent évoluer aussi. Donc, en fait, c'est particulièrement important aussi d'ajouter une sensibilité dans la mise en œuvre du projet pour continuer à avoir comme ce réflexe de consultation tout au long du projet. Ce serait mon complément de réponse. Merci, Caroline. Ce serait au tour de Jean-François. Bonjour, je vais être bref un peu. Premièrement, le projet, un gros wow par rapport aux inondations. Je me demandais si vous
planifier un peu de transférer vos connaissances que vous avez acquises dans les 2 districts et voir si vous pouvez comme juste parler de l'expérience dans d'autres secteurs qui ont été touchés aux inondations. Je pense notamment comme au niveau de la MRC de Pontiac, il y a eu des zones qui ont été touchées. On parle plus de plus petites municipalités. Donc, faire une démarche de concertation, ça prend beaucoup de moyens puis, financiers. Puis, ces zones à risque-là, on n'a pas le financement nécessaire pour faire ce genre d'exercice. Alors, comment vous prévoyez transférer ces connaissances-là à des acteurs qui en auraient besoin nécessairement? Effectivement, Jean-François, c'est un très bon point. Puis, en fait, avec Caroline, puis même MandaWorks, on avait initié une discussion avec la municipalité de Pontiac, qui a eu beaucoup d'inondations dans ses principaux centres villageois. Puis, ce qui était intéressant, c'était de prendre la démarche en cours avec la ville de Gatineau et puis Pointe-Gatineau, Lac-Beauchamp, et puis de l'adapter vraiment à un contexte plus rural, plus étendu. Et puis, il y avait une très bonne réceptivité de la part de la municipalité, mais encore là, un des freins principaux, c'est le financement. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'effectivement, on comprenait vraiment la pertinence d'outiller ces communautés-là. Puis, la municipalité de Pontiac, c'est comme une des municipalités les plus pauvres au Québec, là, dans un secteur justement très défavorisé. Et puis, on comprenait l'importance d'avoir une action puis de les accompagner dans le même processus de concertation. Même si le contexte est différent, les acteurs sont différents, toute l'approche de boîte à outils, la concertation, la co-construction, co-création, ça s'appliquait aussi. Puis donc là, on reste à l'affût des opportunités de financement pour pouvoir poursuivre le travail. Et puis, on est toujours aussi ouvert à transmettre ces connaissances-là, même le processus à d'autres municipalités aussi qui ont été touchées dans l'Outaouais. Mais c'est aussi, c'est le dernier point, c'est aussi les résultats qui sont vraiment intéressants dans l'étude. Vous avez proposé différents aménagements qui peuvent être très bien dans les zones qui pourraient être inondées, puis pour augmenter la perméabilité du sol. Donc, c'est vraiment des outils d'aide à la décision qui peut tout de suite être transférables. Donc, c'est quelque chose que je tiens vraiment. Ma question serait comment vous allez citer l'action après ces démarches-là auprès des municipalités qui ont été touchées dans les inondations? Je pense que les différents CRE peuvent aussi être des bons agents de diffusion. Tu sais, les conseils régionaux de l'environnement à travers les différentes régions administratives du Québec, puis la municipalité de Gatineau elle-même, ainsi que les autres institutions qui ont été impliquées comme le centre de santé intégré, peuvent être des réseaux aussi où graduellement, et d'ailleurs, une des personnes du CISO nous informait qu'elle avait fait elle-même une présentation. Donc, tous les partenaires impliqués dans la conception de ce projet-là sont aussi des vecteurs de diffusion de la connaissance. Puis même l'organisme pan-canadien Park People Amis des Parcs a mené une étude de cas financée par la Fondation Intact, donc pour diffuser à l'échelle pan-canadienne. Donc, on va même au-delà du Québec dans la diffusion de l'information des bonnes pratiques. D'ailleurs, l'étude de cas devrait être mise en ligne sous peu sur le site web du Credo, sur la page du PDA. Merci, Caroline. D'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui, c'est un bon exemple déjà de diffusion du projet. Puis je pense qu'on va continuer à travailler avec vous. Là. On est tout à fait disponible à aider à la diffusion et au partage de cette initiative-là. On va terminer avec les 2 dernières interventions. Si on peut les garder assez rapides, s'il vous plaît. Donc, on revient à vous, Patrick Guay. Oui, excusez-moi. Donc, Patrick Guay des Sœurs Gatineau, nous ici à l'entreprise, une grosse partie en fait de la mission, c'est de faire le développement, la promotion d'une agriculture là, à échelle humaine, urbaine, locale et biologique. Donc, je suis très content de voir ce que vous avez mis au sein du projet. Ce que je voulais savoir de mon côté, c'est quelle étape concrète, je sais que ça passe de vos mains maintenant à la ville de Gatineau, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ici, là, parce que comme je dis, c'est un projet, on comprend que ça ne sera pas du jour au lendemain, là, que ça va prendre des années, mais nous, on veut vraiment faire on voit un potentiel de ce côté-là, on pense que c'est un besoin en fait.
quelle étape que vous me conseillez ou est-ce qu'il y a justement quelque chose que vous pouvez me conseiller là, pour me rattacher au dossier ou du moins être certain de pouvoir avoir un impact sur le développement du projet? Pour l'instant, c'est sûr que, comme on l'a mentionné, il y a des actions qui sont en cours, puis de s'arrimer avec les organismes qui les portent, ça pourrait être super intéressant parce qu'on a toujours besoin de bras et puis d'énergie, de nouvelles idées. Donc, pour Lac-Beauchamp, on avait fait affaire avec les Sœurs urbaines Notre-Dame, donc les SON, qui avaient participé aux consultations, puis qui ont une belle expertise aussi en agriculture urbaine, avec, par exemple, un autre organisme là, qui est la RUI. Donc, ça, c'est vraiment des leaders dans la communauté spécifique de Lac-Beauchamp qui pourraient être comme le point d'entrée pour la suite, pour le PDA, parce que c'est vraiment ces organismes-là là, qui ont du leadership et qui, en ce moment, mènent des actions de revitalisation, comme on le disait, en parallèle du processus du PDA. Donc, il y a ça que j'ai envie de dire. Et puis, pour la suite, bien, certainement, c'est de rester à l'affût des prochaines communications de la Ville de Gatineau qui va faire des appels là, pour amorcer la discussion avec des organismes. Là. J'ajouterais de quand même prendre vraiment le temps de prendre connaissance des fiches descriptives de chaque outil, notamment ceux qui sont dans la famille des lots nourriciers, pour aller prendre connaissance des actions très concrètes qui sont détaillées dans les fiches et qui peuvent constituer finalement peut-être des échos pour des gens qui sont plus terrain comme votre entreprise, à savoir où il y a peut-être une intervention de votre part qui pourrait être clé dans le succès de la réalisation d'une installation qui peut-être n'est pas perçue rapidement par une organisation communautaire ou un citoyen individuel ou la ville comme quelque chose de faisable rapidement. Vous pouvez peut-être être un agent liant de réalisation plus rapide et peut-être qu'en tant qu'entreprise privée, vous avez accès à des financements d'entrepreneuriat ou de développement de nouvelles technologies qu'un citoyen individuel ou qu'une ville n'aura pas accès. Donc, c'est peut-être à différents égards que vous pouvez venir intervenir dans la réalisation et l'opérationnalisation d'une idée plus rapidement. Super intéressant ce que tu ajoutes, Caroline, parce qu'on parle beaucoup d'acteurs communautaires, on parle beaucoup de citoyens, mais il y a aussi des entreprises, justement, là, des entreprises d'économie sociale, des entreprises classiques qui ont participé et qui ont un intérêt pour la suite aussi. Puis ça, c'est important de le mentionner. On va terminer avec la question de Ariane. Oui, bonjour, merci pour la belle présentation. Moi, je suis en train de faire mon mémoire là, sur les inondations qui ont eu lieu dans la communauté Notre-Dame. Donc, je trouve ça super pertinent. Puis, je voulais savoir, outre le Zoom qui a été enregistré, est-ce que votre PowerPoint est disponible quelque part pour téléchargement? Je pourrais te l'envoyer directement. Oui. Oui, je pourrais te l'envoyer. Puis, tu as juste à entrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème. Puis sinon, le PDA, là, dans le fond, le rapport du PDA est disponible sur notre site web au Credo, dans le projet PDA. Et puis, il y a d'autres informations aussi là, qui se trouvent sur cette page web-là. Merci. Parfait. Bien, merci beaucoup aux deux présentatrices. Merci à tout le monde pour votre attention. Puis, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer maintenant. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine et on se voit dans un prochain webinaire. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.